voiture qui doit avoir des coins arrondis, sinon on ne reconnaîtra pas une Renault 5. Et donc on a activé tout un tas d'astuces qui améliorent l'aérodynamique. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose une rencontre exceptionnelle pour une sortie exceptionnelle. La toute nouvelle Renault 5, la Renault 5 100% électrique qui sort cette année. On va rencontrer son géniteur, le grand designer de Renault, Gilles Vidal, le patron du design. C'est lui le père de cette Renault 5. On va discuter de plein de choses. Vous allez tout apprendre sur le design d'une automobile et sur l'histoire et le design de cette Néo Renault 5. Et vous allez voir, vous allez être, je vous le promets, captivé. Et alors, le père de cette Néo R5, le voici, c'est Gilles Vidal. Il a déjà fait beaucoup de voitures iconiques sur le marché français. Et là, tu récidives là. Ah ben on essaye de faire du bon travail. Alors moi, ce qui me surprend vraiment, Gilles, c'est que tu nous avais promis, il y a de ça maintenant 3 ans, que la version de série serait très proche et quasi identique au concept. Et ça arrive jamais dans l'automobile, je dois le dire, ou vraiment très rarement. Tu as tenu promesse, je dois avouer, elle est quasi comme le concept. Comment tu as réussi ce miracle? Alors, c'est pas un miracle, c'est beaucoup de travail de tout le monde au design, à l'ingénierie, enfin dans toute l'entreprise finalement, de se dire challenge accepté. On va travailler d'abord les proportions, les dimensions pour réussir à atteindre justement ces proportions un peu idéales du concept car. Parce que quand vous avez fait le concept, c'était déjà prévu d'être en production ou pas encore? Ça a été décidé au même moment. C'est-à-dire qu'on avait une maquette, avant le concept, on avait une maquette échelon dans l'atelier design. Et Luca De Meo, notre grand patron, a fait un tour au design et a dit on fait ce produit, a décidé de faire ce produit. Donc on a démarré le concept car, on l'a fait en quelques mois, très rapidement. Et on a démarré le projet de production presque en simultané. Alors le concept car, il a été fait extrêmement vite. Le projet de production, il faut faire déjà un avant-projet où on définit justement qu'est-ce qu'il faut faire sur une vraie plateforme électrique pour réussir à faire un objet comme celui-ci, très court, à 3,92 m, avec des roues de plutôt grand diamètre dans les coins. Donc un challenge pour la plateforme électrique déjà, avant de commencer à dessiner quelque chose dessus. Et puis on s'est mis à aussi faire de la faisabilité, alors qu'on finissait le concept car, alors qu'il était présenté, on commençait à déjà travailler la voiture de production. Parce que du coup, la première maquette du concept, vous ne saviez pas s'il y aurait une plateforme ou quoi que ce soit dessus. Donc vous l'avez fait vraiment comme ça, selon vos goûts et vos envies. Il faut savoir que c'est pour ça que beaucoup de concept cars ne ressemblent pas du tout à la version de série à la fin. C'est parce que les concept cars, il n'y a pas de notion de régulation, de règles, de choc piéton pour l'avant, de tout ça. Donc vous pouvez donner libre cours à votre créativité. Mais sur la version de route, ce n'est pas le cas. Donc là, est-ce que quand même vous aviez fait des proportions et des choses en vous disant on aimerait bien que ça soit en série, donc il faut qu'on fasse quelque chose de réaliste, ou vous étiez vraiment allé comme vous en aviez envie? C'était naturellement assez réaliste parce que faire une Néo Renault 5, forcément on l'a fait courte, on l'a fait pas trop basse, parce qu'on sait que ça doit être une petite voiture mignonne dans des proportions qui ressemblent exprès justement à l'ancienne, en tout cas au premier coup d'œil, même si les dimensions ont évolué entre temps. Donc c'était naturellement assez crédible, assez réaliste, mais il y avait quand même beaucoup de travail pour y arriver. Donc au premier coup d'œil on voit la même voiture, on voit même une voiture un peu plus détaillée, un peu plus soignée que le concept car qui a été fait encore une fois extrêmement vite. Et finalement, si je mesure, elle ne fait pas exactement les mêmes dimensions, la même hauteur, la même largeur, mais en fait, on voit la même voiture. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire vraiment les éléments que tu as eu vraiment plaisir avec tes équipes à dessiner, les éléments qui pour toi sont hyper importants, et à nous expliquer un peu le design avec ton langage de designer. Et vous allez voir, c'est exceptionnel, parce qu'ils vivent dans un monde à part. Ce que vous voyez d'une voiture, eux, ils ont un regard totalement différent, et j'adore ça. Donc,
plusieurs ingrédients déjà qu'on a empruntés à l'histoire. Alors quand on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi pour vous une Renault 5, en général c'est une compilation d'ingrédients de la Renault 5 de 72, de la Super 5 et de la Turbo, avec ses ailes super élargies. Et donc la première Renault 5, elle avait un peu un regard pétillant d'ailleurs lors de la présentation au début des années 70. Certaines rues de Paris ont été envahies par des Renault 5 sur lesquels ils avaient peint des yeux de dessin animé sur les phares. Donc il y avait un regard un peu pétillant comme ça, dessin animé, avec un petit reflet blanc sur l'œil. C'est typiquement ce qu'on fait quand on dessine un visage. Et là, c'est ce qu'on a voulu recréer, ce regard pétillant avec cette pupille, ce reflet dans l'œil qui fait qu'il y a de la malice dans le regard. C'est une voiture sympa, assez techno, avec un fort caractère. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que, en fait, vous voyez là, on dirait presque c'est en relief. Oui. On dirait que c'est projeté presque sur une vitre. C'est très particulier, j'avais jamais vu ça. C'est de la lumière qui flotte dans l'air, en fait, en quelque sorte. Bien sûr, il y a une vitre qui est gravée, qui est éclairée par la tranche. Et ça flotte devant la fonction lumineuse, le code qui éclaire la route, sans perturber le flux de lumière. D'accord. C'est assez magique, ça n'existe pas encore sur la route aujourd'hui. C'est-à-dire que le phare classique, le rayon du phare classique traverse. Oh, c'est incroyable. Sans perturbation. Et ça, c'est pas les feux de jour, ça? Alors les feux de jour, ils sont en bas. Ils sont là. Ils sont là, et si on se rappelle... D'ailleurs, comment on appelle les feux de jour dans votre langage? Vous allez voir, ils ont leur propre langage. C'est de l'anglais, mais c'est DRL. Des DRL. Day Running Lights. Voilà. La lumière qui marche de jour. Quand vous voyez sur les voitures ce langage lumineux, les feux de jour, et ben voilà, pour les designers, ça s'appelle DRL. Exactement. Et donc, on se rappelle des Renault 5 avec les deux phares et les deux anti-brouillard en bas. Donc en général, c'était 4 optiques sur les Renault 5 et l'idée, c'était de les mettre en bas. Alors pas sur des rectangles fins comme à l'époque, mais des cibles comme ça qui ciblent la route, qui ciblent comme des mires qui montrent où est le gabarit de la voiture en quelque sorte. Un code très graphique comme ça, un peu symbole graphique, très fort aussi. Et on retrouve d'ailleurs ces principes de coins qui sont rehaussés sur les aérateurs dans l'intérieur de la voiture. Donc il y a un petit écho comme ça. Un peu de la suite dans les idées. C'est génial. Alors, un élément important aussi, on se rappelle les anciennes Renault 5 avec une grille d'aération rectangulaire, asymétrique sur les capots. Et ça, c'est aussi un code de reconnaissance de la voiture au premier coup d'œil, un rectangle quelque part dans le capot. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'aérer le capot de cette voiture électrique. En revanche, on a fait un affichage de la recharge de la voiture, de la batterie, par tranche de 20% sur ces 5 barres lumineuses ici. Alors bien sûr, j'ai l'information sur mon téléphone, elle est d'ailleurs plus précise, mais le fait que la voiture, une petite Renault, une voiture à vivre quelque part, s'exprime par elle-même. Ça sera tout le temps allumé? Alors ça s'allume quand on recharge, on peut l'éteindre évidemment si on ne souhaite pas que dans la rue les gens sachent à combien on est de recharge, on peut le désactiver. Mais si on souhaite le laisser activer, eh bien au premier coup d'œil comme ça on saura, s'il y a 2 barres, je suis à 40%. Même quand elle est fermée ou c'est quand on l'allume? Quand elle est verrouillée, on peut le laisser. Tout le temps, en permanence? On peut le laisser en permanence si on veut. Oh, c'est génial! Et donc voilà, quand on est dans sa maison, quand on est, peu importe, dans son appartement au 10e étage, on peut voir dans la rue où elle en est. Il y a un côté charmant comme ça, un côté connexion émotionnelle avec la voiture. Super. Et donc l'idée sur cette voiture, c'est ça, c'est d'activer tout un tas d'éléments qui donnent du piment à la voiture. Donc ses épaules, ses oreilles très marquées ici et à l'arrière en particulier. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, les normes auxquelles se confrontent les designers, aujourd'hui c'est hallucinant. Si Gilles vous disait toutes les normes qu'il doit respecter sur cette voiture, vous seriez scotché. Et notamment, il y a une norme qui n'existait pas dans les années 70 pour la première R5, c'est le choc piéton. Et ça pour vous, c'est une immense contrainte. Parce que on peut expliquer. Alors oui, en fait, alors en espérant que ça n'arrive jamais, évidemment. Mais toute la forme de l'avant de la voiture, en partant d'ici, ce qui correspondrait à ma cheville à peu près au-dessus de ma cheville, jusqu'au tibia, dans ces zones-là qui doivent être très molles, ou en tout cas avec rien de dur en dessous, jusque dans le pare-brise ici, on a tout un tas d'angles, d'alignement de surface, d'alignement de volume à respecter dans toute cette zone-là. Parce que voilà c'est ça. C'est que si on est chopé par une voiture et qu'on tombe, déjà il faut que le capot puisse s'enfoncer. Alors là, c'est une voiture électrique, il n'y a rien en dessous. Donc, c'est plus facile, mais sur les voitures thermiques, Gilles, le problème, c'est qu'il y a le moteur en dessous. Voilà. Donc, il faut qu'on ait à peu près 8 cm de vide entre le capot et n'importe quel élément dur en dessous.
Et c'est pour ça que sur les voitures modernes, les voitures de ces dernières années, vous avez entre le passage de roue et le capot, vous avez un espace qui est de plus en plus grand, hein, Gilles. Hein. Ça, c'est un enfer pour vous, ça, à gérer. Hein. Eh bien, il faut tourner autour, justement. Le jeu, c'est de designer, c'est de créer les formes, créer les surfaces, créer les volumes autour de tout ce champ de contraintes. Et quand même, j'ai envie de dire, malgré tout, faire un design attractif, faire un design qui soit cohérent, qui soit homogène, qui soit naturel au premier coup d'œil, quelque part. Et donc, c'est vrai que par rapport aux années 60-70 où tout était permis, ou presque, les seules contraintes étant la réalisation physique des choses. Maintenant, on doit tourner, c'est un puzzle inimaginable, effectivement. Alors, comment tu as géré, par exemple, sur les côtés Alors ici, l'idée, c'était de donner beaucoup d'assises et de sculptures sur le côté de la voiture. Si on pense à la première Renault 5, elle était toute lisse, elle avait plutôt des petits trous un peu à l'intérieur du volume de la voiture. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans les codes modernes des automobiles, en tout cas. C'est pas très stable, c'est pas très rassurant, c'est pas très assis comme voiture. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des oreilles un peu marquées pour donner de l'assise, de la largeur, en vue de face. D'où ces lignes là? Alors là, voilà une ligne qui court, qu'on trouve sur la Super 5, celle-ci, qui court jusqu'à l'arrière là-bas, qui donne un peu de longueur à l'ensemble. Et ici, en revanche, quelque chose de plus circonscrit autour de la roue et qui est très marqué en termes de sculpture en latéral pour vraiment donner de l'épaulement, donner une belle assise, une belle posture à la voiture. Ça, c'est vraiment une technique de designer, ça. Hein. Oui, ces petites astuces, ces dessins en vue de côté, si je puis dire, mais ces sections, ces sculptures dans toutes les autres vues, c'est ce qui donne le thème, la thématique de la voiture quelque part, et qui joue sur la perception du volume, des proportions, des volumes, des masses de la voiture en fait. Et sur l'arrière, même principe, une oreille assez marquée aussi. Et d'ailleurs, le feu arrière qui est un rectangle vertical sur la Renault 5, la Super 5, ici, il suit le mouvement. Il suit le mouvement d'une épaule assez marquée pour qu'en vue derrière, justement, on ait cette posture bien assise, bien rassurante, bien posée. Alors, pourquoi, sur la version moderne, justement, vous avez beaucoup plus marqué les épaules que sur la version de l'époque où tu l'as rappelé, c'était très lisse. Pourquoi vous avez besoin de donner des épaules? Parce que la voiture est plus large, à cause des contraintes, ou c'est vraiment du design? C'est du design, c'est donner une belle assise à la voiture. Alors on a besoin d'une certaine largeur pour avoir un coffre généreux, pour avoir une habitabilité aussi généreuse au deuxième rang. Sur la cabine, si on veut faire une bonne aérodynamique, on a besoin quand même de créer une resserrée sur l'ensemble du volume de la cabine. C'est le principe de la goutte d'eau en fait, en aérodynamique. Et donc ça va naturellement générer cette épaule assez marquée, mais c'est ce qu'on souhaite de toute façon pour donner, encore une fois, une assise, une stabilité à la voiture et donner un look qui, à notre époque, on recherche ça, on ne recherche plus des voitures 70s avec les roues complètement rentrées dans la carrosserie. Alors c'est ça, aujourd'hui la nouvelle contrainte pour vous les designers, c'est que ce sont des voitures électriques et là, l'aéro sur une voiture électrique, l'aérodynamisme prend vraiment une importance capitale parce que chaque 0,1 point de CX gagné, c'est des kilomètres d'autonomie gagnés, hein, c'est ça? Exactement. Donc l'aérodynamique, ça a toujours été un sujet dans l'automobile pour les voitures de sport, pour les grandes berlines, les grandes routières, c'était un gage de consommation. Sur les petites voitures, dans les années 70, ce n'était pas du tout un sujet, évidemment. C'était des voitures urbaines qui ne roulaient pas forcément vite en moyenne. Et là, même s'il s'agit d'une voiture urbaine a priori, il faut quand même que l'autonomie soit maximale, la plus optimisée possible par rapport à ses dimensions, la taille des batteries, etc. Donc l'aérodynamique comptera toujours, même pour une petite voiture électrique qui a un usage limité quotidien en kilomètres. Et donc il faut tout optimiser. Alors il se trouve qu'une voiture courte, c'est moins bon, une voiture courte, haute, avec des coins arrondis, parce qu'on fait une Renault 5, on fait pas une voiture d'une époque futuriste. Alors une voiture courte, c'est moins bon, parce que comme c'est coupé derrière, par exemple, ça génère plus de turbulences derrière, hein, c'est ça, hein, la traînée, ce qu'on appelle la traînée. Voilà. Les turbulences qui freinent, qui aspirent la voiture quelque part. Donc sur Renault 5, on a une voiture qui doit avoir des coins arrondis, sinon on ne reconnaîtra pas une Renault 5, et donc on a activé tout un tas d'astuces qui améliorent l'aérodynamique dans le cadre de ces formes qu'on se impose, puisque c'est notre brief de faire une Renault 5. Donc sur ce béquet ici, et puis surtout les petites lames, les petites lames aérodynamiques qui sont ici, mais aussi sur toute la hauteur du feu, on voit au premier coup d'œil ces horizontales qui définissent un coin arrondi, mais on a cette lame verticale qui décolle proprement le flux d'air en aérodynamique sur toute cette hauteur-là. Et même si on regarde les roues,
qui sont les roues du concept car. Oui, parce qu'attends, juste je m'arrête sur les feux parce que c'est intéressant. Parce que les designers sont un peu des escrocs, enfin c'est des gentils escrocs. C'est surtout des gens très malins. Regardez bien, quand vous allez descendre dans la rue, regardez bien les feux arrière des voitures modernes. Et vous vous rendrez compte que les vitres, souvent, elles ont des petites formes, des petites lignes. Et vous dites, bah, c'est juste pour le style et tout. Pas du tout, hein. Gilles, la plupart du temps, c'est pour l'aérodynamisme. En fait, c'est une zone transparente sur certaines voitures. Ici, c'est pas le cas, mais beaucoup de voitures, c'est une zone qui est transparente, la vitre du feu arrière. Et donc, on peut créer des survolumes qu'on n'oserait jamais mettre dans une carrosserie parce que ce serait très moche. Mais dans la verrine du feu, donc dans la transparence, bah, c'est assez invisible. Et donc, on peut du coup optimiser complètement l'aérodynamique dans ces zones-là. On peut en profiter. Et là, c'est le cas. Donc, par exemple, là, cette lame-là, elle a un rôle aéro. Exactement, sur toute cette hauteur-là. Juste ça, c'est 6 km de mieux en autonomie. L'optimisation du béquet ici, c'est 8 km de mieux en autonomie. La roue ici, qui est issue du concept car, qu'on a optimisée, donc elle est très pleine, il y a relativement peu de trous. Elle a été travaillée en aérodynamique et elle rapporte encore 8 km d'autonomie par rapport au même design auquel on n'aurait pas prêté d'attention en aéro. La poignée intégrée, c'est la même chose? Ça vous épargne de l'aéro? La poignée intégrée, c'est moins un bénéfice aéro, ça l'est sûrement forcément un petit peu, mais pas mesurable parce qu'on a déjà une poignée ici de toute façon. Bah oui, mais alors je suis étonné parce que par exemple, beaucoup de voitures électriques modernes, et notamment Tesla, puisque c'est eux qui ont vraiment initié ça, justement pour gagner un peu, ils font des poignées intégrées affleurantes. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Là, alors c'est pas le cas c'était trop cher. Alors c'est une question de coût pour une voiture qu'on veut limiter en prix, puisqu'on veut faire une voiture toute très abordable. Mais il y a aussi une question d'encombrement de la mécanique d'une poignée intégrée. On veut faire une voiture quand même qui n'est pas si grande, qui doit être Et oui, c'est une petite voiture. Et donc pour ces deux raisons, réussir à atteindre le prix qu'on promet à nos clients et ne pas être trop intrusif à l'intérieur, puisque ce système-là pèse pour 2 cm de plus, on va dire, dans l'épaisseur du panneau de porte, si on doit décrire la chose. Ça ferait 2 cm de plus? Voilà, de perdu ici en habitabilité latérale. C'est incroyable. Alors c'est quelque chose qu'on a mis sur la Mégane, par exemple, la nouvelle Mégane électrique, les poignées affleurantes, et là on peut se le permettre, la voiture le permet facilement en termes de largeur, mais ici il faut optimiser l'objet différemment. Voilà la raison. Vous voyez, c'est ça qui est passionnant de discuter, et nous on a beaucoup de chance dans notre métier d'avoir accès à des gens comme Gilles. C'est ça qui est passionnant de discuter avec les designers, c'est que vous avez toujours l'impression, vous dites toujours mais pourquoi ils ont fait ça, ils sont idiots et machin. Pas du tout, c'est qu'ils ont en permanence des tonnes de contraintes et surtout des arbitrages, parce que s'ils font un truc, ça a un effet sur un autre élément. Ils ont une question de coût parce qu'ils ont au-dessus des patrons qui leur disent bah, la voiture elle doit pas coûter plus de ça, donc ils te donnent un budget presque, hein, en gros sur une voiture. Hein. Oui, alors un projet automobile comme ça, il y a l'argent qu'on peut mettre en termes de prix, le coût des choses en fait, le coût des choses que l'on fabrique sur la plateforme, sur les batteries et les moteurs électriques, sur tous les systèmes électroniques et sur la partie design aussi, tout ce qui se voit. Le design, ça coûte de l'argent? Alors ça coûte de l'argent, oui et non, c'est-à-dire qu'on fasse une voiture très stylée, très belle, très laide, très moyenne, il y a quand même des panneaux de porte, il y a quand même un capot, il y a quand même... les pièces sont déjà là de toute façon, on ne peut pas ne pas les mettre. Donc le design commence à avoir un coût quand on crée des choses en plus. Quand on crée des choses dont la voiture pourrait se passer. Et c'est là où on commence à peser le pour et le contre entre l'intérêt de le faire, l'intérêt de mettre un peu d'argent sur quelque chose qui va avoir de la valeur pour le client, ou non, c'est trop cher et c'est pas si visible que ça, ou c'est pas si intéressant que ça pour le client. Donc là, il faut juger. Par exemple, la petite vitre, la petite lumière sur la vitre qu'on a vue sur le phare avant, ça, tu t'es posé la question, est-ce que le surcoût de ça valait le coup par rapport à ce que ça amenait? Tout à fait, exactement. Et c'est en expérimentant et en avançant suffisamment loin en faisabilité avec nos partenaires, nos fournisseurs, qu'on sait si ça vaut le coup. Parce qu'au début, l'idée est bonne sur le papier, sur le dessin, sur le croquis. Faut-il encore vérifier qu'une fois qu'on a appliqué la faisabilité industrielle à ça, l'effet est bien là. Donc si l'effet est là, si l'effet est bluffant, si ça fait le travail, eh bien on regarde le prix de revient de cet élément-là et on décide on y va, ça vaut le coup. Ça donne un effet incroyable à la voilà. voiture. Il y a un coup du waouh effect en fait. Exactement, mais après qu'on peut compenser ailleurs, parce que typiquement si on approfondit la discussion sur ce phare, du coup ce truc est tellement visible
que derrière, là où on aurait mis peut-être des masques en plastique très travaillés en termes d'esthétique autour des réflecteurs qui font la fonction, Ah, il n'y en a plus besoin. eh bien, il n'y en a plus besoin. Donc on a compensé le coût de ce qu'on vient de mettre. Vous voyez comme ils sont malins. Mais ce sont surtout des génies et de grands artistes. C'est ça qui est exceptionnel chez les designers, c'est que ce sont des artistes plongés dans un monde industriel. Et ça, c'est très rare. Alors sur la face arrière, même principe, hein, on a parlé des feux déjà. Bon, il y a ça, hein. Le 5, Ah oui. on n'a plus de losange à l'arrière. Ah oui, c'est vrai. On n'a plus de losange. Mais il y a Renault. Renault 5. Renault 5 comme presque si c'était une marque en soi. On a losange à l'avant évidemment, ça reste une Renault, mais comme si 5 était devenu une marque, tellement cet objet, on a trouvé est emblématique. C'est une décision d'ailleurs qu'on a pris relativement tard dans le projet, en comprenant le potentiel de cet objet. Ça a mis combien de temps pour la dessiner? C'est-à-dire, une fois que vous aviez le concept, que Luca De Meo vous a dit on l'a fait, jusqu'à aujourd'hui, ça a pris combien de temps? Ça a pris 3 ans. 3 ans. 3 ans, voilà, on a montré le concept en janvier 2021 et nous voilà avec la voiture de production. C'est peu. 3 ans, c'est peu hein, en automobile. C'est court. C'est court. Le design a été gelé il y a combien de temps? Alors le design a été gelé, alors il faudrait que je ne dise pas de bêtises et que je sois précis. Ça a été gelé il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Alors on peut expliquer à nos amis comment ça se passe, comment le design est gelé. C'est à la fin, vous présentez à Luca De Meo et au board, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce qui pour vous, vous estimez être la version que vous voulez voir en série. Et là, ils vous disent oui ou non, comment ça se passe? Oui, alors il faut imaginer que ce n'est pas juste une proposition de design à ce stade, c'est une proposition de design qui a été convergée en termes de faisabilité. Il y avait plusieurs propositions? Ah non, alors là vraiment c'est parti, il y a eu une idée géniale à l'origine. Alors au tout début, il faut imaginer qu'il y a eu plusieurs croquis qui essayaient de faire différemment les feux, les oreilles de roue par exemple, mais assez vite quand même ça a convergé vers quelque chose de voilà, c'est ça, on y croit tous, il n'y a pas de doute, tout le monde a été fédéré autour d'une idée évidente, qui a paru évidente à tout le monde, donc ça c'est allé assez vite. Et le jour du gel du design définitif, ça se fait seulement si on est sûr de ce que l'on a, de la possibilité, de la réalité de ce que l'on a. Donc c'est une époque où déjà on a beaucoup travaillé avec les ingénieurs de chez nous, avec tous nos sous-traitants, sur les optiques par exemple, sur la planche de bord, sur les sièges, les panneaux de porte, sur tout ce qu'on veut, les pare-chocs. Voilà, tout ça, on est sûr que c'est atteignable, on est sûr que c'est faisable tel quel, Voilà. à quelques détails près évidemment. Que ça rentre dans le budget? Que ça rentre dans le budget. Que Luca De Meo vous a donné? Exactement. Et donc là, on gèle. Alors bien sûr, il reste beaucoup de travail d'industrialisation. Il faut fabriquer les usines ou en tout cas créer les outillages. Par exemple, pour faire l'emboutissage de toutes les parties métalliques, il y a des énormes outils en acier. Des moules. Usinés, des moules, des outils d'emboutissage pour le métal, faire les pièces de verre chez nos partenaires, etc., etc. Donc là, il faut fabriquer tout l'outil industriel et c'est tentaculaire, même si sur ce projet, on a fait en sorte, parce qu'on travaille beaucoup l'économie circulaire et la vertu, on va dire, efficiente de nos projets, on a fait en sorte que tous nos sous-traitants soient à moins de 300 km de notre usine. Parce que il ne faut pas négliger quand on fait... Pour que le bilan carbone de la voiture soit le plus réduit possible. Ce qui compte, c'est pas que la consommation d'énergie de cette voiture et son autonomie et son aérodynamique, c'est quand on la fabrique. Sa construction. Qu'est-ce que ça pèse? Le client n'est pas forcément conscient de ça, mais en tout cas, nous, on optimise le plus possible la partie industrielle, la partie fabrication, pour que ça pèse le moins possible en bilan carbone. D'accord. Et là, donc, vous montrez ça à Luca De Meo, et là, ça se passe comment? Et bien là, ça se passe très bien parce que, justement, tout le monde était tellement motivé et fédéré autour de ce projet, beaucoup plus que d'habitude parce que voilà, l'objet était convaincant depuis le début. Finalement, ça a été presque une formalité, c'est-à-dire que tout tombait juste. Il n'y a pas eu de remarques, il n'y a pas eu... Il a dit, bon, ça me va, on y va, quoi. Après, finalement, il y a toujours des remarques sur des détails. Ah, tiens, peut-être que ça pourrait être un peu plus affûté dans les coins. Mais quand on en est là, ça veut dire que tout va bien. D'accord. Et une fois que le design est gelé, pour vous, c'est terminé? Alors, c'est pas tout à fait terminé parce qu'au design, on a une activité de suivi dans les usines de la qualité de ce qui est fait. De validation. Que les usines fabriquent bien les pièces exactement comme vous les avez dessinées. Voilà, parce que entre le modèle numérique de référence qui sort du design
Puis comment c'est manipulé par tous nos sous-traitants, les outillages qui sont faits et les premières pièces prototypes qui en sortent, il peut y avoir un peu de la perte au feu. Et donc l'idée, donc on a cette activité au design, c'est de faire du suivi qualité dans les usines, chez les sous-traitants, partout. Et puis après, vous attaquez. Est-ce que vous attaquez directement sa remplaçante ou au moins le facelift à mi-vie de la voiture? Encore. Non, le facelift, il ne peut démarrer que quand on a un retour client sur la voiture. D'accord. Ah, vous ne repartez pas tout de suite sur la suite? Un facelift en général commence 1 an après le lancement commercial de la voiture. D'accord. Cette partie-là, c'est peut-être celle qui ressemble le moins au concept. Tu peux nous expliquer un peu les problématiques que vous avez eues et les contraintes? Alors les contraintes, c'est comme sur la face avant tout à l'heure, c'est que les contraintes sont étonnamment nombreuses dans cette zone-là. Ici par exemple, on a des feux de recul et on a du catadioptre. Le catadioptre, ça reflète la lumière des phares de ce qui est devant nous. C'est comme sur les routes vélo. Et ça, c'est une règle européenne. Hein. Vous êtes obligé de faire ça. Partout dans le monde, on a ces éléments-là. Et en plus, ça doit être à un endroit bien précis, c'est ça? Ça doit être orienté très précisément au demi-degré près dans toutes les dimensions. Vous vous rendez compte, hein, les contraintes auxquelles ils font face, hein, c'est dingue. Hein. Alors comme les capteurs ultrasons qui sont ici, hein, donc les bip-bip. Les capteurs de recul, ouais. Voilà, exactement. Et il y en a 6 là sur toute la largeur de l'arrière de la voiture. Et ceux-là, ils fonctionnent tous ensemble. Donc chacun doit être orienté de manière très précise par rapport aux autres et avec un écartement très précis. Donc ça nous donne des points de passage. En fait, c'est un peu comme les jeux pour les enfants où on rejoint les points de 1 à 40. Hop, on a une girafe. On a des points à rejoindre. D'accord. Et donc, il faut que nos designs s'accommodent de ce champ de contraintes complexes. D'accord. Donc, c'est vrai que le jeu, c'est pas une liberté folle et infinie comme dans les années 70. Voilà, il faut passer par des points. Il faut passer par des points, d'accord. Et pourquoi ce choix d'avoir fait cette partie qui est presque comme un pare-choc en fait, finalement? C'est pour refaire le pare-choc de l'époque? L'idée, oui, c'est qu'à l'époque, il y avait. Alors, la Renault 5 a innové sur des pare-chocs plastique. Et oui, c'était la première. Alors qu'il y avait des pare-chocs en métal avant, des barres en métal finalement boulonnées sur la voiture. Et donc l'idée c'est de retrouver un peu ça, c'est-à-dire un pare-choc protecteur, un peu saillant, avec cette fausse découpe finalement quelque part, mais qui donne un peu de détails, de définition à cette zone-là, qui donne une fonction quelque part et qui fait un clin d'œil finalement à l'original. Vous le voyez, hein, vraiment, tous les moindres détails sont pensés. Les designers font face à vraiment des contraintes incroyables. Et maintenant, quand vous verrez une voiture, regardez bien toutes les lignes et souvenez-vous de ce que vient nous expliquer Gilles, et particulièrement quand cette Renault 5 sortira à la fin de l'année. Et vous saurez que tout a été réfléchi, que tout a une raison. Hein. C'est ça le principe. Hein. Tout est réfléchi dans les moindres détails. En fait, cette dynamique-là est réussie quand on ne se pose pas la question à la fin. C'est ça. Quand c'est naturel au premier coup d'œil. Voilà. Alors Gilles, autant l'extérieur, je l'ai dit, tu as fait un boulot, toi et tes équipes, magnifiques. C'est vraiment, si on voulait faire une R5 moderne, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est la R5, la Néo R5 de rêve que vous avez fait. En revanche, l'intérieur, je suis un peu déçu, puisqu'on découvre aujourd'hui cet intérieur. J'aurais aimé du coup un truc plus en accord avec le design extérieur, c'est-à-dire vraiment un intérieur néo 70, tu vois, qui soit plus peut-être plus simplifié, plus comme dans les années 70, tu vois, une réinterprétation de cette époque-là. Alors c'est difficile en intérieur pour plein de raisons d'être exactement comme à l'époque, minimaliste, avec pratiquement rien dans les parages. Ce qu'on a fait en revanche, c'est qu'on est allé chercher plein de codes dans cette époque-là. Donc cette planche de bord à 2 étages par exemple, c'était vraiment quelque chose qui était très présent sur pas mal de versions de la Renault 5, même s'il y a eu plein d'intérieurs différents à plein d'époques. Ces coutures longitudinales aussi, c'est quelque chose qui était qui a existé dans pas mal de versions. Et le jean. Et le jean. Et alors il y a une anecdote extraordinaire sur ces lignes-là, c'est qu'à l'époque ça a été créé, ça a été décidé quand ils ont vu les maquettes, donc à la fin des années 60, il faut imaginer. On faisait des maquettes, à l'époque on faisait des dessins techniques, et sur ces dessins techniques, à l'atelier, ils faisaient des sections en bois, en contreplaqué. Oui, il n'y avait pas d'ordinateur, rien à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, et ils les mettaient comme ça côte à côte sur un bâti en bois, et puis ils mettaient des scotch dessus pour commencer à voir les volumes. Et ils se sont aperçus que sous les scotch, là on voyait ces lignes, ces lignes, et ils ont dit, ah c'est pas mal. C'est pas mal, on va le faire. Et alors donc la planche de bord à 2 étages,
Ici, il y avait un gros bloc de plastique noir avec des compteurs et des aiguilles et des vis apparentes fichées dedans. Alors, évidemment, on ne peut pas refaire ça. Donc on a créé un rectangle en intégrant les écrans, l'affichage et l'écran tactile. Et on a traité ça en termes de design comme un smartphone. D'accord. Comme un grand smartphone avec ce cadre. Il y a ce cadre là quand même qui rappelle le compteur, oui, c'est ça, de la R5 d'origine. Il y a un côté 70, mais aussi très contemporain, très futuriste, très smartphone quelque part, très design de tablette ultra technologique, et même avec des boutons d'ailleurs accès direct sur la tranche ici. Puis les sièges sur lesquels on est assis. Et puis le ciel de toit. Ah oui, voilà le quadrillage carré que plus personne ne fait aujourd'hui, mais qui existe maintenant sur le site. Et les sièges, ils viennent de la turbo, des maintiens latéraux très forts. Ah d'accord. La turbo de l'époque. La turbo de l'époque, exactement. Ok. Et après... Donc vous voyez, il défend son côté, le côté 70. Ça c'est l'héritage. Et après, sur un intérieur, on doit être plus dans le futur. On doit délivrer une expérience qui soit moderne, qui soit connectée. Et on ne peut pas être que dans la nostalgie. Oui, tu as encore plus de contraintes d'ailleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout à fait, ouais. Ok, super. Merci Gilles. Merci, avec plaisir. Et bravo. Bravo parce que... Là, c'est vraiment une vraie bombe, cette voiture. Et voilà, c'est donc devant ces planches de surf Renault 5. Et oui, le merchandising de la Renault 5, de la nouvelle Renault 5, est à l'image de cette voiture, assez incroyable. C'est devant donc ces planches de surf que l'on se quitte. J'attends évidemment vos commentaires, que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette rencontre exceptionnel avec Gilles Vidal, avec le designer de la nouvelle Renault 5, le père de cette Renault 5. Je suis persuadé que vous avez appris plein de choses. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu ou peut-être ce qui vous a un peu choqué sur ce que nous a dit Gilles. Est-ce que vous avez appris plein de choses sur la façon dont on design une voiture? Dites-moi tout, je vous lirai attentivement. En attendant, je vous salue et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ah, ciao. Un de ces produits dérivés que j'adore tout particulièrement, c'est cette voiture à pédales. Alors bon, je suis pas sûr que j'arrive à rentrer dedans. Hein. Non, je suis un peu trop... Ah, quoique. Mais regardez, elle est géniale. Il y a carrément les phares. Et il y a le klaxon. C'est pas énorme ça? Est-ce que j'arrive quand même? Non, j'y arrive pas. Bon, comme j'ai pas réussi à rentrer dans la voiture à pédales, hop, je vais prendre le skate. Au moins ça, là, je vais mieux y arriver. Quoique, ça me rappelle ma jeunesse. Hop. Hop là. Je pense qu'elle rentre même pas dans la R5. Mais c'est pas tout, venez voir, venez voir, venez voir, venez. Peut-être le merchandising le plus ouf, le baby-foot Renault 5. C'est bon ça ou pas?